Bienvenue dans le QG du week-end, voici les titres de l'actualité. Au Soudan, le Conseil militaire au pouvoir prend des mesures d'apaisement à l'approche de la signature de l'accord de transition. L'armée a annulé les peines de mort contre 18 chefs de la rébellion incarcérés sous Omar el-Béchir. Au Nigeria, l'accord de libre-échange continental préoccupe les chefs d'entreprise. Des produits bon marché venant des pays membres de la zone pourraient concurrencer les produits nigériens. Et puis, dans les années 1820, le Libéria a été marqué par le retour sur les terres d'esclaves affranchis venus d'Amérique. La fille de l'ancien président, William Tolbert, revient sur l'histoire de la colonisation. Mais d'abord, en Guinée-Bissau, le parti d'opposition Mouvement pour l'alternance démocratique a choisi l'ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo comme candidat à la présidentielle du 24 novembre. Une nomination au détriment du président José Mario Vaz. Après avoir été exclu du parti pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, José Mario Vaz échoue à obtenir l'investiture du MADEM. Le président sortant, élu en 2014, pourrait donc se présenter en candidat indépendant. Au Soudan, alors que l'accord politique de transition sera signé le 17 août prochain, le Conseil militaire au pouvoir prend des mesures d'apaisement. L'armée a annulé jeudi les condamnations à mort de 18 chefs de la rébellion, dont Malik Akkar, président du mouvement de libération du peuple Soudan au Nord, et son vice-président Yassir Arman. Neile Bessa. Le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan a gracié deux chefs rebelles condamnés à mort par contumace. Malik Akkar, chef du mouvement de libération du peuple soudanais, et son député Yassir Arman avaient été condamnés à mort en 2014 pour leur participation à une rébellion contre le gouvernement du président Omar el-Béchir. Une exemption qui s'étend également à 15 autres membres de ce parti. Nous pensons que, quelle que soit la réconciliation d'un pays après un processus de ce type au Soudan, qu'il faille arriver soit à une justice transitionnelle comme en Afrique du Sud, mais pas d'amnistie générale. Cette décision a coïncidé avec la libération de l'ancien vice-président Bakri Hassan Saleh et des 3 dirigeants de l'ancien régime par les autorités de sécurité soudanaises. Les observateurs estiment que cet acte fait partie des mesures visant à créer la confiance et un climat propice, comme le prévoient les accords conclus entre l'armée et les forces pour la liberté et le changement. La révocation, tous ces actes qui sont en train d'être posés doivent être posés devant le droit national qui existait et dans l'accord constitutionnel qui vient d'être signé. Il faut que les populations soudanaises représentées soient très prudentes en termes de conservation de la bonne gouvernance sécuritaire, de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. Pour l'heure, le Soudan s'investit à construire un nouveau projet national fondé sur la citoyenneté sans discrimination et un nouveau système fondé sur la démocratie et la primauté du droit. L'entrée du Nigeria dans la zone de libre-échange continentale préoccupe les hommes d'affaires nigérians. Ils redoutent en effet que l'ouverture du marché du pays membre n'entrave leur activité, notamment du fait de l'arrivée de produits bon marché et plus compétitifs venant des pays voisins. Philomentine. La zone de libre-échange continentale africaine a été lancée lors du sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger en juillet 2019. Ce projet d'un bloc économique qui permettra à l'Afrique de générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars suscite la crainte de certains hommes d'affaires du Nigeria à l'image d'Adeleke Adeleye. Directeur général d'une papeterie nigériane en plein essor, il redoute la concurrence. Moi, je considère le Nigeria comme le lion de l'Afrique, où nous avons la plus grande population et le plus grand marché, alors il semble que nous en donnions autant pour pas assez. Par ailleurs, le Nigeria a été l'un des derniers pays d'Afrique à intégrer la zone de libre-échange continentale. Ainsi, la plus grande économie de l'Afrique pourrait stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains qui ne représentent que 17% des exportations en 2017. Il faut l'harmonisation du régime douanier, en particulier, non seulement des tarifs douaniers, mais aussi des obstacles non difficiles à atteindre et des obstacles techniques. Je pense que ce sont quelques-unes des choses qui doivent être négociées
négocier entre les partisans à l'accord pour tenter d'éliminer la possibilité de l'augmentation du dumping et de la contrebande. Toutefois, un produit intérieur brut de près de 400 milliards de dollars et une population de 190 millions d'habitants révèlent des faiblesses majeures pour le Nigeria. Le pays dépend plus sur les ventes de pétrole brut au détriment d'autres secteurs. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao augmentera à 1000 francs CFA le kilogramme et ce, dès la prochaine campagne qui débute le 1er octobre prochain. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara ce mardi. Les prix de la fève sont actuellement fixés à 750 francs CFA le kilo. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, envisage en effet de mieux rémunérer les producteurs. Philoméntine. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec près de 2 millions de tonnes produites durant la campagne 2018-2019, ambitionne de nouveau céder les kilogrammes de cacao à 1000 francs CFA avec un relèvement régulier du prix aux producteurs à partir du mois d'octobre 2019. Notons que ce prix se chiffre actuellement à 750 francs CFA le kilogramme. La décision du président de la République est d'acheter le kilogramme de cacao à 1000 francs aux paysans. La Côte d'Ivoire, tant que premier producteur mondial de cacao, quand même, il devait pouvoir valoriser le prix au plan local, aux paysans. Moi, je m'attendais à un prix d'au moins 1500 francs, c'est-à-dire faire mieux que Laurent Gbagbo qui payait déjà le cacao en pleine crise à 1100 francs aux paysans. En juin 2019, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient décidé de ne pas céder leur cacao en dessous de 2600 $, soit 1,5 million de francs CFA la tonne. Toutefois, ils ont levé mi-juillet la suspension des ventes de la récolte 2020-2021. Néanmoins, cette mesure s'accompagne d'une garantie de 400 $ en vue d'un prix rémunérateur aux paysans. Et la Côte d'Ivoire et le Ghana à eux seuls fournissent environ plus de 50% de l'offre mondiale. Les deux unis devaient pouvoir quand même contrôler le marché. Il faut que les deux arrivent à résister. Mais surtout, il faut encore associer à ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, d'autres producteurs, petits producteurs qui sont en train de monter. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent 65% de la production mondiale de cacao, soit un cumul de 2/3 de la production mondiale. À noter que les deux pays ont scellé en 2018 l'alliance afin de mieux contrôler le marché et assurer une meilleure rémunération à leurs agriculteurs. Et dans l'actualité également, de janvier à juin 2019, près de 5000 migrants ont été arrêtés et expulsés à la frontière entre l'Algérie et le Niger. Expulsions entamées fin 2016 et qui se sont intensifiées. En 2018, 14 000 personnes ont été renvoyées. Les migrants viennent majoritairement du Niger. Un accord a été conclu entre l'Algérie et le Niger pour rapatrier les ressortissants nigériens. Dans le cadre de l'accord, environ 39 000 personnes ont été emmenées à la frontière sud, dont des mineurs. Et retour à présent sur l'histoire du Libéria, un État marqué par l'immigration vers l'Afrique d'esclaves affranchis venus d'Amérique. Un retour sur les terres d'origine permis par la société américaine de colonisation dans les années 1820. La fille de l'ancien président William Tolbert raconte l'arrivée des colons sur le territoire libérien. Amanechi. C'est en 1822 qu'est fondé le Libéria sur la côte ouest de l'Afrique par l'American Colonization Society. Le but de cette société est de permettre à des esclaves africains libérés de quitter les États-Unis pour retourner en Afrique. À ces affranchis se joignent des Noirs américains nés libres qui souhaitent également aller vivre en Afrique. Le nom du Libéria tient d'ailleurs son origine de cette liberté nouvelle. Quand les colons sont venus au Libéria, ils ont rencontré un gouvernement autochtone. Fusionné, le gouvernement prend du temps. Il s'agit d'un mariage culturel. Ils ne comprenaient donc pas le système de gouvernement traditionnel, mais ils étaient les dirigeants. Ils ont donc mis au point un gouvernement occidental inspiré de celui des États-Unis d'Amérique. Le retour à la terre-mère n'a cependant pas été un modèle d'intégration. Les Américano-libériens de la côte ne se sont pas mélangés avec les Africains de l'intérieur du pays, ce qui a conduit à l'existence de deux sociétés parallèles. La langue, la religion protestante et la culture des Américano-libériens est restée proche de son modèle américain. Nous étions sur la voie du développement. Notre développement a été intercepté avec la guerre civile. La guerre civile a détruit la plus grande partie du système institutionnel. Les gens sont morts. Le système éducatif n'était pas un peu stabilisé. Nous revenons donc sur nos pas et j'ai de l'espoir.
Gagnant son indépendance en 1847, le Libéria devient une république, la première en Afrique, même si les inégalités demeurent. Le suffrage censitaire est accessible aux seuls américano-libériens qui conserveront ainsi un pouvoir absolu au moins jusqu'en 1945, année où le droit de vote sera accordé aux autochtones. Et puis la communauté musulmane célèbre depuis ce dimanche 11 août l'Aïd el-Kibir, une célébration religieuse de 4 jours qui marque notamment la fin du pèlerinage à la Mecque. Le rituel constitue le 5e pilier de l'islam. Il a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul-Hijjah du calendrier islamique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.